Ravi de recevoir Pierre Burguin, président directeur général des montres Pierre Lanier. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton groupe? Alors Pierre Lanier, c'est une entreprise familiale, déjà, qui a été créée par mes parents en 1977, dans un petit village en Alsace, de 600 habitants. Et à partir de là, on a développé, ils ont développé, j'ai continué à développer, on est la deuxième, la troisième génération est en train d'arriver. Et on est fabricant de montres, c'est notre particularité, dans un métier où il y a peu de gens en Alsace qui fabriquent des montres, parce qu'on est en Alsace, et on fait 400 000 montres par an. 400 000 montres. Donc, on innove, et en même temps, quand on innove, on transforme son entreprise. On transforme, on innove, alors beaucoup par la créativité visuelle. Dans l'horlogerie telle qu'on la voit nous, c'est la créativité visuelle qui prend le dessus. Et donc on a quasiment 100 nouveaux modèles chaque année. Et donc la technologie est au cœur même du dispositif du groupe. La technologie, il faut qu'on soit en avance, il faut qu'on observe tout ce qui se passe autour de nous. C'est primordial, et qu'on soit inventif au même moment. Donc ça, c'est deux choses à gérer ensemble, mais on y arrive depuis 45 ans, donc je pense qu'on arrivera encore à le faire. Tu as dit 1977, oui. Et vous venez de sortir le modèle 1977 à l'occasion des 45 ans du groupe, comme tu l'as dit. Alors, c'est un concentré à la fois de savoir-faire, d'artisanat français. C'est un véritable défi. C'est un défi, c'est une suite Covid. La Covid a permis de réfléchir un peu différemment, et j'ai souhaité faire ce qu'on n'avait plus fait depuis 30 ans, c'est-à-dire faire un modèle qui est 100% français. On y est presque arrivé, parce qu'il y a un élément qui n'existe plus en France, malheureusement, mais on a voulu faire un modèle 100% français avec que des composants français. Donc, un sujet très important, le développement de la valeur. La clé pour développer à la fois la valeur et prospérer, c'est quoi? Pour nous, c'est d'aller voir à l'extérieur de la France. En France, on est un des leaders de notre marché, toutes marques confondues, même des marques internationales. Donc c'est à l'export qu'on va devoir développer notre valeur, développer la prospérité de l'entreprise et assurer les années à venir. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, l'export pèse combien dans ton chiffre d'affaires? Alors, il pesait 25% avant Covid, oui. Plus que 10% après. Donc il y a un sacré boulot à faire. Ton objectif, c'est au minimum 50% d'ici 5 ans. Alors, d'ici 5 ans, on parle aussi de nouvelle génération. Ta fille, oui. Donc, a rejoint l'entreprise, fait de la prospection, se développe pas mal à l'international. Quand on a la chance de la voir en France, c'est un plaisir. Cette transmission que tu as pu faire auprès de ta fille, comment tu t'y es pris? Beaucoup de chefs d'entreprise se posent la question. Elle s'est fait naturellement. Et de même que ma transmission s'est fait naturellement aussi avec mes parents. Oui, ça n'a pas été une obligation, ça a été quelque chose de naturel. Et je crois que c'est comme ça que ça se fait le mieux, quoi. Après, on a eu la chance tous d'avoir envie de faire ce métier-là. Donc c'est une vraie opportunité pour nous. Pour moi, je trouve que c'est une opportunité d'avoir une entreprise à pouvoir gérer. C'est génial. C'est du travail, mais c'est génial. Une entreprise et puis des gens, oui. Des collaboratrices, des collaborateurs. C'est combien de collaboratrices et collaborateurs aujourd'hui? On est 110 personnes. Ok, donc il y a une marque employeur qui est aussi importante chez vous. Oui, tu peux nous en dire deux mots? Déjà, on a une marque employeur parce qu'on est à la campagne. Donc c'est tout à fait différent. On a un mélange de production et d'administratif. Donc quand on met en place des choses comme le télétravail, il faut savoir gérer les deux, parce qu'il faut que les susceptibilités de tous soient gérées. Donc on arrive et les gens, on a une ancienneté moyenne de 20 ans. Donc ça veut dire... une vraie fidélité, fidélité à l'entreprise. Et puis l'arrivée de nouveaux collaborateurs et de nouveaux talents. Oui. Pour toi, quelqu'un qui est talentueux, tu le définirais comment? Humilité d'abord. Le talent, on l'a, mais il faut le travailler. Et quand on a une certaine humilité et qu'on regarde autour de soi ce qui se passe, ce qui est bien fait, ce qui est mal fait, c'est du talent aussi. Et puis après, soi-même, il faut être sûr de soi, avoir une certaine sérénité dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à le travailler. Le talent, on le découvre au fil des années. Les gens qui pensent qu'ils l'ont tout de suite, c'est mal barré. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui se développe. Et après, à un moment, au fil de son évolution, on se dit, tiens, c'est pas mal ce que je fais. Puis on continue à travailler, on dit, tiens, je peux aller un peu plus loin. Moi, je le vois comme ça. Un entrepreneur comme toi, mais souvent l'humain au cœur du dispositif, on vient de le voir, mais en même temps, tu as un point GPS loin, tu as un tableur Excel à côté. Allez, j'ai envie de dire, le groupe Pierre Lanier, 2030, c'est quoi? Il faut qu'on grossisse. On fait 17 millions de chiffres, il faut qu'on fasse le double, voire le triple. J'ai toujours une formule qui dit que small is beautiful, but not big enough. Donc, dans notre métier, il faut beaucoup de moyens. Donc, les moyens, c'est que par le chiffre. Donc, il faut se développer. Moi, c'est x3 dans les 10 ans minimum. Voilà, l'énergie, la foi, la niaque. Pierre Burguin, un grand merci. Merci. J'ai le plaisir de recevoir Régis Lebars,
directeur adjoint entreprise et transition industrielle de l'ADEME. Un pur breton, basé par contre à Valbonne, Sophia Antipolis très précisément, donc dans la région Grand Sud. La région du Sud, chère à Renaud Muselier. Alors, ma première question, c'est très simple. Le triptyque ADEME, transition écologique, innovation, c'est quoi? Alors, déjà, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Donc, c'est le bras armé de l'État pour accompagner les entreprises, les collectivités, les territoires et les citoyens sur la transition écologique. Atteindre la neutralité carbone en 2050, ça impose des changements de comportement. Donc, ça peut être des sujets de sobriété, mais ça impose aussi de l'innovation. Et ce qu'on ne connaissait pas beaucoup, c'est que l'ADEME, effectivement, finance beaucoup d'innovation. Donc, c'est dans une continuité de dire il y a des financements de thèse, financements de recherche et développement, et l'innovation, on arrive sur le marché. Donc, depuis maintenant plus de 12 ans, grâce à des fonds type France 2030 qui sont déployés par l'État, l'ADEME accompagne les entreprises vers l'innovation. Alors, on parle de plus en plus d'éoliens flottants. C'est quoi? Alors, l'éolien posé, tout le monde voit ce que c'est, une éolienne posée à terre ou en mer. On sait tous qu'il y a des problématiques d'acceptabilité, de désirabilité de cette énergie. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, ces éoliennes, on va les mettre loin des côtes, 15, 20, 30 km, donc elles seront beaucoup moins visibles. Il y aura beaucoup moins de conflits d'usage avec les acteurs de la mer, on pense aux pêcheurs par exemple, ou la navigation côtière, et globalement, on va les faire flotter. Alors l'avantage, c'est quoi? Alors, on est sur des fonds qui sont supérieurs à 50 mètres, parce qu'à 50 mètres, on peut encore mettre de l'éolien posé en mer. Au-delà de 50 mètres, on va les faire flotter. Et le problématique, c'est que c'est des grandes machines, des grosses machines très lourdes qu'on va faire flotter et qui vont produire en mer. Alors l'avantage, c'est, comme je vous l'ai dit, on est loin de la côte, donc moins de conflits d'usage, mais surtout on a des vents plus réguliers, donc une meilleure production, et puis globalement des nouveaux marchés qui vont se développer. Donc c'est une solution en fait pour la transition écologique? Alors c'est une solution pour la transition écologique, pour décarboner notre mix électrique. Donc c'est une des solutions, parce que la décarbonation du mix électrique passe par plusieurs solutions, comme le photovoltaïque, l'éolien, et c'est surtout un relais de croissance pour les entreprises françaises. Parce que globalement, ce sont des métiers qui sont à croisée de plusieurs thématiques, qui sont... Excusez-moi. Non, j'en prie. Voilà, plusieurs thématiques, type l'industrie parapétrolière qui a besoin de faire sa transition, les ports qui ont besoin de développer de nouvelles activités. Aujourd'hui, les ports fonctionnent sur du fret, globalement, chargement, déchargement de matériel. Alors, si on va vers une économie de la sobriété, il y aura, on espère, un peu moins de flux de marchandises, et ils vont se tourner vers de nouvelles activités, type construction de flotteurs pour l'éolien flottant. Alors, quels sont les impacts directs sur les territoires? Alors, sur les territoires, il y a un impact direct. Je parlais des ports, typiquement, ils doivent réaliser leur transition. Donc, c'est repenser les zones portuaires pour dire, plutôt qu'effectivement de savoir cette activité de fret, on va monopoliser, on va construire des quais qui vont avoir un nouveau modèle d'affaires. Il va falloir privilégier du foncier pour stocker ces éoliennes, stocker les éoliennes une fois en mer et les amener sur site. À côté de ça, ce sont effectivement également de nouveaux sujets, parce que les sujets de maintenance, par exemple, ils sont non délocalisables. Donc on va avoir des créations d'emplois sur le territoire national, sur les territoires, qui vont effectivement permettre de nouveaux métiers de se créer là-dessus. À côté de ça, il y a des startups qui développent des nouveaux concepts de flotteurs. Donc, quelque part, ce n'est pas réservé aux investisseurs, c'est l'ensemble du monde économique. Et la concrétisation, c'est tout de suite, parce que dès fin 2023, les premières fermes pilotes d'éoliennes flottantes sont mises à l'eau en Méditerranée, du côté de Fos-Marseille, du côté de Leucate ou du côté de Gruissan. Alors, comment influencer aujourd'hui notre jeunesse, nos jeunes, à se tourner vers cette transition écologique? Je pense que les jeunes aujourd'hui sont quand même très moteurs, se sont rendus compte qu'il y a une nécessité de se dire on va décarboner notre société et se tournent naturellement vers la transition écologique. Comment accélérer ça? Comment accélérer? C'est leur montrer des beaux exemples. Et ces fermes pilotes éoliennes flottantes, par exemple, fin 2023, elles vont flotter. Et donc, ça sera quelque chose de visible et se dire, il y a des nouveaux métiers qui se créent, il y a des besoins qui sont énormes à tout niveau, que ce soit des ouvriers, des techniciens ou des ingénieurs. Et donc, effectivement, leur rôle, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs et de se dire, il faut maintenant mettre en place des formations pour inciter les jeunes à aller vers ces métiers. Une dernière question, Régis. Vous recrutez pas mal de jeunes, pas mal de talents. La définition pour toi d'un talent, c'est quoi? Le talent, c'est l'envie. C'est l'envie de concevoir un monde différent, de concevoir des solutions différentes pour préparer l'avenir 2050. Et 2050, pour un jeune, c'est demain. Régis, tu nous as fait vivre l'ADEME. Un grand merci à toi. Merci Patrice, à bientôt.
Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir autour de ce plateau, beaucoup de sourires, beaucoup de joie avec Caroline Halloran, qui est directrice adjointe au développement et à la communication du Crédit Logement. Alors, ma première question est très simple. Le Crédit Logement, c'est quoi ? Alors, le Crédit Logement, c'est une entreprise un petit peu cachée et qui pourtant joue un rôle extrêmement important sur le marché immobilier. C'est né d'une innovation, d'ailleurs, puisque à l'époque et encore aujourd'hui, le modèle dominant sur le crédit immobilier pour garantir son prêt, c'était l'hypothèque. Et puis, Crédit Logement est arrivé il y a 45 ans et a créé un nouveau modèle, donc c'est la caution sur les prêts immobiliers aux emprunteurs. Et donc, ça garantit le prêt, bien sûr. Quelle a été, donc il y a une dynamique qui s'est créée sur le Crédit Logement. Oui. Il y a une nouvelle identité, il y a une nouvelle plateforme de marque. C'était quoi ton rôle dans cette dynamique ? Alors en fait, la dynamique de l'innovation, donc elle est là depuis longtemps, tu vois, ça fait partie de la création de Crédit Logement. Et puis Crédit Logement qui est un peu qui a un positionnement un peu spécial entre le monde bancaire et le monde immobilier, doit faire face à plein d'évolutions en permanence. Donc en fait, l'innovation, elle est là. Moi, je suis arrivée, j'ai pris le train en marche, comme on dit. Par contre, c'est vrai que j'ai essayé de structurer un peu les choses, cette démarche globale, d'amener ce mode projet qui pouvait manquer à toutes ces expertises présentes, mais moins organisées, lycée, on va dire. Et puis, effectivement, donner de la visibilité à ces innovations, à ces résultats, notamment à travers le rebranding, parce que c'est une manière aussi de montrer qu'on va de l'avant, qu'on veut garantir quelque chose et aller vers de nouvelles perspectives. Donc voilà, j'ai pris cette part-là pour continuer et faire en sorte que finalement, ça se diffuse dans toute l'entreprise, ça prenne sens, et puis que finalement, cette innovation soit là au quotidien. Et que vos salariés soient les meilleurs ambassadeurs au final. Exactement. Voilà. Alors, beaucoup de succès, notamment à travers ce rebranding, mais aussi tu as connu dans ta vie des échecs. Comment tu as géré justement cette partie de ta vie ? Écoute, les échecs, je crois qu'on en a tous. Je crois que c'est normal, c'est sain, même si ça gratte, voire ça fait très mal. Après, ce qui me semble intéressant, c'est finalement, si on a une approche très marché professionnel, c'est l'idée du money time, quoi. Que les choses se font au bon moment. J'ai envie de garder ça avec du recul, c'est de se dire que si ça a été un échec à un instant T, c'est parce que finalement, il n'y avait peut-être pas tous les ingrédients. Et aujourd'hui, je crois beaucoup aux choses au fait que les choses se font lorsque tous les ingrédients sont là. Et pour moi, une brique essentielle, c'est de pouvoir notamment embarquer les hommes et les femmes d'une entreprise pour aider aussi justement à éviter ces échecs. C'est pas grave si on a des échecs, on apprend, mais surtout à rebondir et à bien réagir. Donc avec ton directeur général, vous avez opéré une véritable transformation de l'entreprise. Comment vous y êtes pris ? Alors, c'est progressif, c'est long, et puis on y est encore. Comme je disais, c'est encore des enjeux qu'on porte aujourd'hui. Mais malgré tout, voilà, il y a des projets, des perspectives qui nous forcent à ça aussi. On est obligé d'y aller et on a envie de partager ça. Et encore une fois, je pense que... je crois beaucoup aux projets que je porte en général et je crois beaucoup qu'on est meilleur à plusieurs. Pour partager cet enthousiasme et cette envie d'avancer, il faut absolument expliquer les choses aux équipes, raconter les choses, donner du sens. Donner du sens pour donner envie à un collectif, exactement. En fait. C'est et ça. Être plus fort, en fait. Et être plus donc, fort ensemble. Au bout. Dernière question, le talent. Le talent, c'est vaste, oui. Mais à la fois, c'est beau. Ah oui, c'est magnifique. Le talent, c'est quoi ? Je dirais que le talent, bien sûr, ça peut être basé sur une expertise, une connaissance précise de quelque chose, mais alors de l'expérience aussi. Dans l'expérience, j'entends la dimension humaine, parce que un talent sans ouverture, sans curiosité, sans amour presque de l'autre et de ce qu'il peut être et de ce qu'il peut apporter, c'est un talent qui va s'amoindrir peut-être. C'est même pas un talent caché. C'est même plus un talent caché, voilà. Donc, oui, voilà, c'est complet le talent. Ça remplit beaucoup de choses. Le talent, c'est un petit peu toi, Caroline Halloran. Merci beaucoup à toi. Merci, Patrice.